il vous dirait « c'est parce que c'est cool de le porter comme ça ». Et dans votre cerveau, vous chercheriez la définition du mot cool. Cool, adjectif invariable, mot anglais signifiant frais. 1. Familier, calme, décontracté, elle est très cool. Mais dans la tête de votre gosse, cela ressemble plutôt à ça. Cool, 1. Familier, c'est dit d'une personne ou d'une façon d'être qui est respectée et respectable. 2. Expression, expression exprimant la joie ou servant à calmer les parents. En fait, votre enfant se sent peut-être obligé de faire ça. S'il ne le fait pas, ça craint. Ça craint, familier. Cela menace d'avoir des conséquences fâcheuses, c'est très mauvais, très désagréable. En effet, s'il ne fait pas comme les autres, il aura peut-être un sentiment de frustration, presque de la honte. Et il y a des chances pour l'on se moque de lui à cause de ça. Croyez-en un ex-collégien, ça m'est arrivé. Ne nous voilons pas la face. Votre gosse ne va pas se faire virer de son groupe de copains s'il ne porte pas le sac bain. Mais sans un certain vocabulaire, une certaine garde-robe et un certain comportement en classe, il y a des chances pour qu'il rencontre une difficulté. Ainsi, on peut constater qu'un style de démarche et comment porter son sac peut être dicté par des personnes. Quelles sont ces personnes ? Ces personnes qui osent se démarquer et lancent des modes au niveau de leur école sont ce qu'on peut appeler des leaders. 1. La pression du groupe. Petit 2. La hiérarchie au sein d'un collège. Pour comprendre qui sont les leaders, il faut comprendre les relations sociales au cœur d'un lycée ou d'un collège. En effet, au cœur du collège de votre enfant, il y a certainement une hiérarchie. Celle-ci est très imperméable, car une fois qu'on vous pose une étiquette, on la garde généralement tout au long de sa scolarité. La hiérarchie du collège peut être représentée sous la forme d'un diamant. Les personnes représentées dans les groupes influencent toutes celles qui sont en dessous d'elles. Nous pouvons distinguer 5 groupes typiques avec tout en haut 2 sortes de leaders. Les premiers tiennent leur pouvoir de l'autorité. Ce sont les racailles, pseudo-racailles ou les filles qui se la jouent. Ces personnes sont peu nombreuses et pourtant tout le monde les respecte même si au fond ils les détestent. Ils sont systématiquement habillés en marque, ne respectent personne, injurent tout le monde. Pourtant, beaucoup aimeraient paraître comme eux car ils inspirent la peur et donc personne ne les cherche. Et juste à côté et en plus grand nombre, les mecs cool. Quelquefois ils vous snobent un peu. Ils s'habillent joliment et avec style. Contrairement à la racaille qui cherche à dominer tout le monde, les mecs et les filles cool concentrent leur pouvoir sur leur groupe d'amis. D'ailleurs, ce sont généralement eux les leaders de votre petit groupe. Ensuite vient ce qu'on pourrait appeler le peuple. Ils représentent la majorité des élèves. Ces personnes suivent leur groupe sans lequel ils ne sont rien. Ils suivent la mode que leur imposent les leaders et ils rigolent à leurs blagues. Mais cette place est la moins fatigante de toutes. Le leader dépense beaucoup d'énergie pour être au top et imposer ses règles afin d'asseoir son influence sur le peuple. Ensuite viennent les dits intellos et les personnes fermées sur elles-mêmes. Ils ont une autre vision du système scolaire et viennent ici pour travailler et pas forcément pour se faire des amis. Ils préfèrent porter des vêtements confortables que des marques. Ainsi, ils refusent de se plier à la mode. Mais en ayant de bons résultats scolaires et portant des vêtements simples, ils risquent un certain mépris ou pire, une maltraitance des classes supérieures. Le dernier groupe est celui des mix-up. Mix-up, un mec qui s'incruste dans un groupe sans aucune permission. Ils sont peu nombreux et suivent comme de vulgaires toutous des personnes qui n'en ont rien à faire d'eux. Sous leur sourire se cache souvent une grande tristesse. 1. La pression du groupe au quotidien. Petit 3. L'apparence physique. L'intérêt que nous portons à notre corps. Au cours de l'évolution, il y eut différentes conceptions, différents courants, différents styles en Occident. Tantôt une dévaluation, le corps est méprisé au nom d'une religion ou d'une éthique. Tantôt aujourd'hui, il existe une nouvelle tendance masculine qui prête un intérêt profond au corps. Les intérêts qui étaient auparavant strictement féminins, vision du corps propre, ne le sont plus désormais. Le rapport corps-société devient une préoccupation majeure. Le poids des interdits moraux fait du corps un objet social matraqué par la publicité autour d'images qui le façonnent en un objet de consommation. En effet,
effet, le XXIe siècle correspond donc à une manipulation considérable de l'apparence. La beauté devient un devoir à travers la publicité, les magazines, sur les plages, au travail. Les changements corporels qui se limitaient essentiellement auparavant à des changements extérieurs, masques, vêtements, maquillage, se tournent aujourd'hui de plus en plus vers des changements qu'on pourrait appeler intérieurs. Régime, chirurgie esthétique, bodybuilding, crème amincissante, électrostimulation. Ce changement est notamment dû à la surmédiatisation de l'idéal corporel diffusé au travers de la publicité, surtout de la télévision, et impose un modèle très strict. La pression médiatique. Pour qu'il y ait une telle frénésie populaire à propos de l'intérêt porté au schéma corporel, il faut bien que cette idéologie soit véhiculée par un vecteur, en l'occurrence ici médiatique. Télévision, publicité, magazine impose au travers d'images et de mots un modèle non seulement de beauté, mais de statut social qui lui est associé. Si l'on prend l'exemple de n'importe quelle publicité vantant les qualités d'un produit, déodorant, savon, maquillage, vêtements, il est évident que celui-ci sera représenté par une femme correspondant aux normes de l'idéal et non par une grosse. Ce ne serait pas commercial pour des raisons purement et strictement économiques. Notion de quota de vente, de rentabilité, de chiffre d'affaires. L'imposition permanente de cet outil publicitaire aux valeurs idylliques et envoûtantes entre dans un système à boucle fermée. Plus on nous essaye de modèles de perfection, plus on devient exigeant et plus on en réclame. Une conséquence visible au niveau télévisuel sont les acteurs et les figurants au cinéma. On n'entrevoit que très rarement des gros et des laiderons. Les séries télévisées sont plutôt un repère à canon de l'esthétique qu'un reflet proportionnel de la réalité. Dans le cas contraire, il est évident que le personnage jouera le rôle d'un individu vil, peu intelligent, souvent dans la peau du méchant, alors que le héros, le gentil, accumulera toutes les qualités: beauté, intelligence, imagination, humour. Les médias jouent-ils de façon importante dans la perception que j'ai de mon corps ? Malheureusement, oui. Plusieurs facteurs influencent la façon dont une femme se sent face à son corps. La pression des pairs, les antécédents familiaux, l'éducation, le statut social, tous jouent un rôle important dans la façon dont les gens se sentent face à leur apparence. Mais les médias peuvent aussi influencer l'image que nous avons de notre corps. Cependant, ce dernier point prend un espace extrêmement important chez les jeunes, car c'est au moment de la puberté, au début de l'adolescence, qu'il est le plus influençable. À ce moment-là, lorsque ce corps subit de multiples changements rapides et sans pouvoir les contrôler, que l'apparence physique devient pour beaucoup un sérieux problème de préoccupation. L'importance que l'on attache à son image à ce moment est bien plus importante qu'aux autres périodes de la vie. Et le fait d'acquérir une image corporelle acceptable est une étape importante dans le cheminement dans sa vie d'adulte. Seulement, voilà, ces personnes sont influencées de toutes parts par les médias qui leur offrent une image déformée de la réalité et la beauté d'un corps qui est inaccessible. Ces obsessions peuvent d'ailleurs devenir dangereuses. En effet, au Canada, près de 90% des femmes et des filles n'aiment pas leur apparence. Cela entraîne la consommation de cigarettes chez les jeunes, pour ne pas grossir, des troubles de l'alimentation, l'anorexie ou la boulimie, la dépression et autres maladies mentales. Grand 1. La pression du groupe au quotidien. Petit 4. Pourquoi les jeunes fument-ils tant ? Les drogues sont omniprésentes dans notre société, et de plus en plus de jeunes en consomment. Ils le font pour être moins timides, pour avoir une contenance, ou même quelquefois pour appartenir à un groupe. Dans le dictionnaire, le mot drogue signifie par drogue, nous entendons bien sûr héroïne, cocaïne, crack, LSD, mais surtout tout. Le pourcentage de la consommation des drogues dures par les jeunes est relativement faible, mais avec le tabac, c'est une autre histoire. C'est sur ce dernier point que nous allons nous attarder. La cigarette, théoriquement, n'apporte aucun plaisir. De plus, elle est de plus en plus chère et est même nocive pour la santé. Mais cela n'empêche pas les jeunes ados d'en consommer de plus en plus tôt. Car l'âge moyen auquel les jeunes fument leur première cigarette était de 13,5 ans en 2008. De plus, à 17 ans, 28,9% des jeunes étaient fortement dépendants. Mais fume-t-on aussi pour faire plus grand ?
Fumer avait peut-être aussi un autre objectif pour vous. Vous vouliez paraître plus grand, c'est-à-dire plus vieux que vous ne l'êtes réellement. Dans votre enfance, vous n'aviez qu'à enfiler un